Haru et les ragazzi, épisode 2. Alors, il faut dire que cette série, donc, pour le moment, je sais pas trop quelle issue je vais lui donner, hein, puisque c'est quand même une série de tests, hein, c'est pas genre la série que je vais mener jusqu'au bout, je vous l'ai déjà dit. Mais ouais, petit sommaire, ici on va traiter plusieurs choses, on va traiter de Tirreno, c'est un très gros morceau, un plutôt joli Tirreno, ainsi que Milan-San Remo sur lequel il y aura des conclusions à appeler. Alors cette série, c'est vraiment un défi Fabio Aru, hein, beaucoup l'ont compris dans les commentaires, j'ai vu l'épisode 1. J'ai vraiment envie de proposer quelque chose de sympathique avec Fabio Aru, qui est quand même quelqu'un qui a du panache, qui a des notes un peu pourries, il faut quand même le dire, hein, sur ce Processing Manager, par défaut, en tout cas sur la database par défaut. Et puis, au-delà de Aru, pour lequel j'espère un Giro, il y aurait éventuellement gagné quelque chose avec Moscone qui peut faire mal avec ces notes-là. Moschetti qui peut gagner, si j'arrivais à prendre des courses vraiment pour les sprinters avec lui, ce serait génial. Je sais pas si j'y arriverai. Il y a le petit Affini qui est un espoir du contre-la-montre individuel, notamment, qui était vraiment un coureur très intéressant. Le petit Cima aussi, qui est un sprinter jeune italien. Et puis après, il y a les Régènes. Et les Régènes, ça peut toujours apporter des surprises, puisqu'ils sont générés aléatoirement, et aussi Matteo Fabro, qui pourrait être d'une grande utilité sur le Giro, hein, à mon avis, avec cette note en montagne. Ah, ce petit Chipoletta qui, voilà, bon bah écoutez, on verra bien lequel est le meilleur de tous, hein, Montanucci, ils sont pas mal mes petits Régènes, je les aime bien, je suis sûr que parmi ceux-là, le petit Fresi aussi, parmi ceux-là, il peut y en avoir un qui s'avère peut-être faire quelque chose de bien, sait-on jamais. Guadagnolo aussi, Ercolano, des noms assez rigolos, et ben voilà, je me dis peut-être qu'un Régène pourra émerger. C'est aléatoire, hein, quand on démarre une partie, les Régènes proposés, comme ça, on ne pourra pas les retrouver en vérité. Hein. C'est des Régènes qui sont à chaque fois régénérés, si j'ose dire, par le jeu. On va donc s'intéresser à Tirreno profil 2020. Mais en fait, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre. C'est que je devais pas être suffisamment vigilant et je me suis laissé avoir par mes connaissances exactes du parcours de cette année, de 2020. C'est-à-dire que l'étape 1, ça va, pas de problème, elle va être jouée comme il se doit. L'étape 2, également. L'étape 3, j'ai eu un souci, dont je me suis pas rendu compte. Regardez la ressemblance des parcours entre celui de 2020 et de 2018. Allez, c'est pas le même, mais il y a une petite parenté. Et ce qui m'a, je pense, induit en erreur, c'est la ressemblance entre 2018-2020 pour l'étape 4, où là, carrément, l'arrivée au sommet, elle ressemble. Et par contre, ce qui m'avait alerté, mais c'était trop tard, j'avais déjà joué les 5 étapes, c'était l'étape 5. Vous allez voir dans un instant, c'est celle de 2018 en fait. Et il semblerait qu'en fait, au tout début là, de ma partie, après ça se stabilise à l'étape 7. L'étape 6, à la limite, c'est pas très impactant, parce que on est pour un sprinter ou pour une échappée, hein, mais ça va se régulariser, tout ça sur l'étape 6 et 7. Mais donc, j'ai les 3, 4, 5 et 3, 4, 5 surtout, je dirais, 3, 4, 5, 6 en fait, qui étaient par défaut pas les bonnes dans le jeu. Et ça m'a bien planté sur le coup. Et voilà, donc vous connaissez l'historique du truc. Ça fait que c'est un Tirreno un peu remixé que j'ai subi là. Je vous dis, c'est à l'étape 5 que j'ai commencé à me dire non mais c'est pas possible, tu l'as déjà joué celle-là. C'est pas possible, il faut arrêter là. Donc voilà, c'est comme ça. Mais après, je trouve que pour autant ça reste intéressant parce que déjà on a une équipe qui n'est pas favorite. Parce qu'on a pas mal d'objectifs. Il faut dire que Tirreno, pour nous, là, avec cette équipe-là, c'est une course hyper importante. C'est une des 2 seules fois de l'année, peut-être, que je vais pouvoir courir avec le World Tour sur une course par étape prestigieuse. Donc, il y aura le Giro aussi, hein, puisqu'on a été invité au Giro, heureusement. Et franchement, c'est une super chose. Mais peut-être la Vuelta, hein, mais si on fait une super année, je ne sais pas sur quels critères on sera invité ou pas, mais si on fait un beau Giro et un beau Tirreno, à mon avis, la Vuelta, on peut peut-être y être. On verra bien, ça dépendra des équipes espagnoles qui sont privilégiées par le jeu éventuellement ou pas. Toujours est-il que sur cette étape 1 de Tirreno, moi je joue pour Moschetti, hein, parce que je ne sais pas exactement quel peut être le plafond de ce coureur, donc issu de Trek Segafredo, bien évidemment, et j'ai quand même de quoi l'emmener. Et de ce fait, j'ai envie vraiment de voir ce que ça peut donner. Vous voyez, Vendrame qui emmène Fellini, et Fellini est chargé de faire le poisson pilote. On voit qu'il y a quelques trains aussi concurrents. Et regardez, Fellini a fait un super boulot
Et Moschetti, oh, Moschetti va prendre cette étape 1 au nez et à la barbe de Groenewegen. Et ça, déjà, il y a deux lectures. La première, c'est ouh, génial, machin, on a gagné. La deuxième, c'est comment ça? Pourquoi est-ce qu'il est possible avec Moschetti de battre le gratin du sprint mondial? Vous voyez, une cassure aussi, hein. Importante la cassure, parce qu'elle a un impact au classement général sur le Tirreno à la fin, hein. Fatalement, une minute pour certains, ça compte. Bon, et après, il y a plein de leaders importants qui se sont pas fait piéger, hein. Mais donc voilà, deux lectures sur cette victoire. Vous voyez l'impact du moral. Traditionnellement, je vais le montrer un peu là pendant les premiers temps. Donc c'est phénoménal d'arriver à prendre cette étape, mais en même temps, est-ce que c'est normal? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Euh, J'aurais tendance à attendre avant de juger notamment les performances de l'IA. J'aurais tendance à attendre un petit peu et à me donner du temps avant de commencer à balancer des gros jugements. Voilà. À mon avis, il ne faut pas trop se précipiter, mais ça interpelle. Disons, il faut voir par exemple ce qui se passe à l'étape 2. Si on voit qu'à l'étape 2, on redomine systématiquement les tout meilleurs, là on pourra se poser des questions. Je rappelle, je joue en extrême, hein. Je ne l'ai pas précisé, je suis désolé. Je joue en extrême, en fait, si vous regardez mes vidéos, c'est extrême, ça fait 2 ans que je joue en extrême, donc il n'y a plus vraiment de surprise par rapport à ça. Je le redis quand même parce que c'est important, hein, dans l'évaluation du jeu. C'est important de savoir quel est le niveau de difficulté qu'on a choisi, parce que c'est sûr, si tu fais subir tout ça en niveau normal, bah oui, heureusement, quoi, heureusement. Mais par contre, en extrême, on s'attend à une forte résistance, notamment à une forte résistance des équipes de sprinters qui sont censés normalement emmener les leurs et nous battre, hein, probablement. Ouais, on aperçoit Chimolai, on aperçoit Wout van Aert qui doit bosser pour Groenewegen. Voilà, ça y est, le lion est lâché. Mais cette fois-ci, c'est le train de la team UAE Emirates qui va avoir le dernier mot, concrétisé par Fernando Gaviria. Et on arrive quand même à sauvegarder une belle deuxième place qui va faire que Moschetti reste leader de ce Tirreno. C'est un peu honorifique, mais il est leader au soir de l'étape 2. Et non, ben alors, ce que je me dis finalement, c'est que niveau gameplay, ça n'a pas vraiment changé par rapport à 2019 sur ce que je vois là. Voilà. Pour être franc, je pense qu'il se serait passé à peu près les mêmes choses sur 2019, au bémol près, qui est les formes du jour. Formes du jour, on va dire plus étalées, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Les formes du jour sont plus étalées que sur PCM 19 et même 18, etc. Qu'est-ce que ça veut dire plus étalé? J'entends par là que au lieu que la fourchette de variation par rapport à votre forme du jour prévisionnelle soit plus 3, moins 3, à mon sens, la fourchette de variation, elle est plus grande. C'est-à-dire que si vous avez un mec qui a 1 en forme du jour prévisionnelle, eh bien, ça pourra peut-être s'étaler entre moins 4 et du coup quand même limité à 5 la forme du jour effective. Alors qu'avant, si vous aviez 1 prévisionnel, vous alliez tomber entre moins 2 et 4, avec plus de probabilité. Voilà. C'est ça que je veux dire par extension de la fourchette. Donc, ok, plus aléatoire, en fait, se traduit par ce biais. Plus aléatoire, c'est quoi d'autre? Plus aléatoire, pour moi, c'est aussi une plus grande imprévisibilité. C'est-à-dire que je me suis aperçu, là, au travers des courses que j'ai pu jouer ici ou là, je commence à avoir recueilli environ 500 ou un petit peu plus exemples de statistiques comme cela. Et c'est pas un échantillon énorme, mais c'est quand même déjà quelque chose qui permet de se prononcer. Il n'y a pas toujours un lien entre les performances la veille et la forme du jour le lendemain. Vous voyez, c'est pas toujours impactant. Euh, Exemple, voilà, j'en ai quelques-uns que vous avez vu à ce stade-là probablement, notamment avec l'auto-soudal dans ma vidéo que j'ai sorti hier, c'était donc le vendredi 5 juin. J'ai sorti une vidéo test de classique avec l'auto-soudal et on aperçoit dedans quand même que très nettement
il n'y a pas nécessairement de lien entre une grosse performance un jour et une très bonne forme du jour sur la course qui suit 2 jours après, par exemple. Hein, ok. Donc, on est dans le final de cette étape 3. Alors, je vous avoue que celui-là aussi, il m'a alerté. Hein, parce que ce final, il est très beau, hein, ce final de Tirreno 2018, donc étape 3. On l'a demandé à Vendra, mais il est très beau et il est reconnaissable. C'est-à-dire qu'après cette première ascension de la difficulté finale, on est descendu une fois, on a fait une boucle, et après on repartira sur la gauche à l'issue de la deuxième ascension. Moscone est chargé d'emmener très très fort Diego Rosa, Rosa doit ensuite emmener Fabio Aru, et on verra bien ce que ça donne. Alors regardez, ça va un petit peu surgir, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui partent très très fort, on aperçoit Lutsenko, on aperçoit Tim Wellens notamment, Dylan Teuns, bref, des punchers de renom qui vont comme ça. On aperçoit aussi David Gaudu qui dans le jeu a des capacités de punch aussi qui sont quand même fort intéressantes, il n'est pas seulement grimpeur. Et à l'issue de ces efforts-là, par contre, ce qui est surprenant, c'est que les mecs sont un peu ils craquent un peu, hein. Ils craquent un peu, on l'a aperçu. Et du coup, fin de barre pour l'IA, moment de flottement, et nous, on en profite pour accélérer parce qu'on avait gardé de l'énergie en faisant pas non plus un effort trop violent sur le départ. Donc, si on devait être objectif, on dirait scénario similaire à ce qui aurait pu se passer sur PCM 2019. Voilà. Et si on est un peu critique, on va dire quoi? Quel scandale? Mais moi c'est pas mon cas, hein, mais je fais l'avocat du diable. Quoi? Quel scandale? On se retrouve encore avec une IA qui gère mal sa montée finalement. Hein, elle gère mal sa montée. Ouais, il y aurait moyen peut-être d'utiliser des roues, de faire en sorte que, je sais pas moi, un leader soit emmené, je sais pas, par exemple, pourquoi est-ce que Wout Van Aert, qui a des capacités de punch quand même fort intéressantes, je prends l'exemple de la Jumbo-Visma ou alors même Kruijswijk, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dépouille pour emmener Roglic au sommet, hein, vous voyez? Donc, plein de choses comme ça, ou Lorenz de plus, hein, qui est un formidable coureur. Donc, voilà, petite question, des petites remarques, des petites réflexions, mais à ce stade-là, encore une fois, moi, j'attends. J'ai besoin de voir plus de choses. Je pense que, comme on en discutait sur le Discord avec des gens un petit peu plus tôt dans la journée, il va falloir attendre un grand tour pour vraiment se prononcer. Un grand tour entier. C'est en voyant le comportement sur un grand tour qu'on aura quand même un peu plus une idée précise de cette fameuse agressivité de l'IA qui a été augmentée, quoi. Donc, on verra bien. Hein, pour moi, c'est vraiment ça qui va être le juge de paix. On voit que cette étape 4 est excessivement difficile, hein, puisqu'elle se termine au sommet après une succession de difficultés qui sont parfois à très joli pourcentage. Donc c'est une étape difficile sur laquelle moi j'essaye de préserver mes coureurs, de préserver surtout mon leader, de préserver Fabio Aru, et parce que c'est lui hein, qui, même s'il a des notes au final très très proches de celles de Diego Rosa, que j'ai élu leader sur ce Tirreno, ça paraît assez légitime. En plus, c'est un petit peu le leader de l'équipe, même s'il n'a pas la meilleure note moyenne, mais c'est quand même le leader. Hein. Et de ce fait, on essaye de le préserver comme on peut. On a des équipiers qui ont certains progressivement craqué, mais ça n'est pas surprenant. On leur a demandé aussi de se sacrifier en protection par rapport aux débuts d'étape notamment. Et puis on voit voilà, certains qui commencent à craquer, mais là on est sur un enchaînement qui commence à piquer hein, dans les jambes. Il y a le lactique qui monte. Le groupe des favoris, je dirais, est réduit à bien peu de choses. Hein, donc c'est le moment où, regardez, on va observer avec attention que fait l'IA. C'est le moment le plus important. On a vu Solaire qui essaie de relancer pour la Movistar. On a vu quand même que globalement, c'est le team Jumbo-Visma et Ineos qui ont tendance à se partager le leadership et essayer d'emmener quand même sur un rythme très correct. Ça veut dire que derrière, il y a des leaders pour lesquels tout le travail doit être fait. Et puis je vais attirer votre attention sur cette attaque de Egan Bernal, dans la roue duquel saute Primoz Roglic, ainsi que Remco Evenepoel. Donc moi, fidèle à ma stratégie habituelle, on est un peu trop loin de l'arrivée pour que je m'excite.
je vais plutôt essayer de revenir en effort curseur protégé, un peu de coutume, quoi, hein, pour ne surtout pas réagir à une attaque aussi lointaine, surtout qu'il y a encore trop de monde pour rouler derrière, ça paraît pas être un bon choix. Mais par contre, voilà, on revient dans la descente, on va voler un petit peu une seconde de bonif par-ci, et puis on va entamer la montée finale. Alors, la montée finale est intéressante, parce que ça pose plusieurs questions. Il y a notamment une première qui apparaît très naturellement, qu'on voit que Rosa, le pauvre, en a terminé. C'est Gianni Moscone qui va devoir assurer la protection d'Haru jusqu'à la fin. Malgré les notes de Moscone et de Rosa, pardon, je sais que Moscone a de plus grandes chances en fait de protéger efficacement et durablement Fabio Haru. Hein. Donc on continue un petit peu sur le même mode, Geraint Thomas, Primoz Roglic et d'autres qui attaquent. C'est pas pour ça que je vais m'affoler. On va essayer de revenir de nouveau au train. Hein. Je ne vais pas sombrer dans la réaction impulsive qui serait de réagir tout de suite. Peut-être que c'est une erreur, hein, mais en tout cas, ça a été la main politique. On va Bauke Mollema qui est aussi plus que pas mal du tout. Hein. Il est dans les 4 qui sont à l'avant avec Landa aussi. Bon, derrière, on voit que ça roule de moins en moins. Gianni Moscone a terminé son travail de protection sur Fabio Haru, qui se retrouve en fait à devoir emmener un groupe de poursuivants, ce qui n'est absolument pas mon objectif, hein, parce que je me fiche un peu d'emmener ces gars-là. Je préférerais plutôt, on aperçoit Nibali aussi, qui est devant, je préférerais évidemment que Haru puisse s'emmener lui-même, parce que si c'est pour emmener de 4 autres types, ça sert pas à grand chose. Donc Nibali, Thomas, Roglic ont l'air d'être un petit peu supérieurs, il faut pas se mentir. En revanche, Haru commence à accuser un petit peu le coup, donc que faire? Que faire? Accepter cette situation où on emmène d'autres, ou est-ce qu'on tente une petite accélération? Bah, j'ai pas grand chose, hein. J'ai pas grand chose en réserve, donc l'accélération elle est dure à fournir. C'était difficile. Thomas, vraiment au-dessus du lot, hein, rien à dire là-dessus. Nibali, Roglic, et quand même, voilà, sur la toute fin, en fait, j'en avais gardé un peu pour pouvoir limiter la casse sur la toute fin de cette ascension. Donc, on subit évidemment un revers, mais quand même, un revers qui n'a pas trop. Les proportions sont pas trop grandes. On perd, voilà, une 10 sur cette étape-là. Ça me semble être un tarif tout à fait raisonnable pour un Haru avec ces notes-là. On a fait ce qu'on a pu pour essayer de résister, mais ça n'a pas été suffisant. Donc maintenant, il va falloir essayer de voir si on est capable, par exemple, de garder ce top 5, ou s'il va, par exemple, se perdre sur l'étape 5, donc celle de Tirreno 2018, hein, je le répète. Vous avez entendu les détails en début de vidéo, vous savez pourquoi c'est Tirreno 2018 qui est présent. J'essaye d'échapper Felline et Vendrame, parce qu'en fait, si ces deux-là avaient le droit d'aller à l'avant, on aurait éventuellement la possibilité de glaner une étape. Parce que l'un ou l'autre sont en capacité d'aller chercher ça sur un groupe d'échappés. Le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas sortir, donc très bien, bravo l'IA de ne pas nous laisser sortir. J'ai essayé plusieurs fois, hein, je n'ai pas essayé qu'une seule fois, je ne l'ai pas montré autant de fois que ce que je l'ai tenté. Allez, peut-être dans cette difficulté-là, il y aura moyen de sortir pour Felline et Vendrame. Regardons derrière, oui, voilà, ça a été accepté. Ça a été accepté derrière par Ineos. Une remarque par rapport à Ineos sur ce Tirreno, c'est que Bernal est là, Geraint Thomas est là, Froome est là également, et ça me paraît un peu beaucoup finalement, hein, de ne pas répartir tellement entre Paris-Nice et Tirreno. De mettre ces trois-là sur Tirreno, c'est quand même un peu, c'est un peu beaucoup, mais bon, encore une fois, on est en observation, il y a des choses qu'on remarque. Est-ce qu'on peut tirer vraiment trop de conclusions? Moi, je préfère pas trop à ce stade-là. Devant, Felline et Vendrame ont trouvé 2 acolytes pour essayer de résister, mais voilà, ce sera juste. Hein. Le peloton roule trop fort, donc bravo encore une fois. On n'a pas laissé la victoire d'étape à ses échappés. Non, le projet il est ailleurs, visiblement. Alors, même si j'ai Vendrame qui essaie de faire de la résistance, mais non, l'IA, elle a décidé de rouler et elle veut que ça se joue entre les tout meilleurs et non pas laisser une victoire d'étape aux échappés sur ce coup-là. Donc, avec qui est-ce que je peux jouer mon coup? Il faut penser au classement général. Et le classement général, c'est Fabio Haru. Donc, à partir de là, je vais quand même jouer le coup pour lui, même si il n'est pas sur ce profil-là.
Exactement ma meilleure chance. Ouais, mais quand même. S'il y a une minuscule chance d'aller gratter une bonif, il faut essayer d'aller le faire, quoi. Donc, avant-dernière difficulté, puisque je considère la dernière, c'est la petite montée finale avant la ligne d'arrivée. Donc, ici, il y a moyen d'accélérer un petit peu les choses. On va demander à Rosa, notamment, de le faire. Et derrière, c'est Jenny Moscone qui va être chargée d'emmener, voire même avec une certaine agressivité, hein, d'emmener Fabio vers... on verra quoi, hein, on verra quoi. On sait que derrière, il y a Wout van Aert, il y a Primoz Roglic aussi. Il y a quelques très très bons coureurs qui sont présents. Et regardez, la fusée Wout van Aert qui va s'imposer de manière assez autoritaire et magnifique, avec Bauke Mollema juste derrière. Voilà un joli trio avec David Gaudu qui vient compléter. Donc priorité est restée sur cette étape-là à des coureurs plutôt punchers, même s'ils ne sont pas exclusivement punchers, mais voilà, c'est resté pour eux. Et le classement général, à quelque chose près, semble déjà décidé. J'avais pas vraiment d'opportunité pour attaquer avant, on l'a vu. L'IA a été très 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 sérieuse et elle n'a pas non plus fourni d'attaque, on va dire, irresponsable et no-brain, hein, comme on dit, d'attaque stupide qui fait qu'on se vide la barre et qu'après on se fait cueillir derrière. Non, 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 pas du tout, on n'a pas eu de ça. On a eu une IA assez sérieuse, assez solide. Et donc, étape 6, par contre, sur laquelle voilà, on va pas non plus se faire trop de mystère, ça va se jouer au sprint. Ça va se jouer au sprint. Apparemment, les équipes de sprinters ont décidé d'emmener très très fort. Allez, il y a même ici, on apercevait voilà un coureur pardon, de Cofidis, puisque Elia Viviani est présent. Hein. Donc, à voir qui va tirer les marrons du feu sur cette étape 6 de Tirreno. Moi aussi, je joue ma chance, hein, bien sûr, avec le petit trio Vendrame, Fellini et Moschetti. Allez, on passe sous les 5. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Moscone, qui est un très bon rouleur, je l'ai mis dans le train. Je ne sais pas si c'est une très bonne chose, mais en tout cas, je l'ai mis à cet endroit-là. Ça dépasse, oui, oui, évidemment, en accélération pure. Groenewegen emmené de cette façon-là, ça peut faire super mal. Ouh là là. Groenewegen est encore une fois parti de trop loin. Il se fait encore une fois cueillir par, alors là c'est par Gaviria, hein, mais bon, pas mal, pas mal. Et Moschetti qui va aller chercher encore une deuxième place, donc ça aurait été un Tirreno de très 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 bonne facture pour Moschetti. Quand tu fais une victoire d'étape et 2 fois deuxième, je crois que ça va. Et puis pour l'équipe aussi en général, hein, ça aurait été un très très bon Tirreno, donc je suis assez content. Aussi, attention, hein, vous avez aperçu, hein, on est sous pic de forme, hein, donc c'est à prendre en compte ça, hein, parce que on pourra peut-être pas se permettre tous les ans d'avoir comme ça autant de coureurs sous pic de forme à Tirreno. Si jamais l'équipe évolue un petit peu, on voit Affini aussi qui a fait un temps très correct. Donc bien voir cette dimension-là, hein, parce que on n'est pas certain de pouvoir être à chaque fois aussi présent sur Tirreno. Donc là, je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que bah, on n'a pas beaucoup d'autres objectifs à jouer cette saison-là. Et voilà, le passage ici de Fabio Aru en espérant garder le top 5. Je ne crois pas vraiment au top 3 sur ce coup-là. Il y a des gens qui roulent tellement mieux parmi les tout premiers. Aru, sa force, ça n'est pas le contre-la-montre, hein, on l'aura tous compris. Hein, voilà, même c'est un coureur qui a beaucoup de panache, c'est un coureur qui est un très bon grimpeur, mais ça n'est pas un spécialiste de l'exercice. Et regardez, Roglic, pam, voilà, il vient assommer tout ça. Que va faire Geraint Thomas? Est-ce qu'il va venir gagner ou limiter la casse? Et voilà, donc deuxième Ghana, série, Juan Dennis, bon, d'accord, et cinquième place pour Fabio Aru. Ça se joue dans un mouchoir de poche hein, pour la troisième, mais voilà, il termine cinquième, donc un Tirreno sur lequel je tire plutôt des conclusions positives du jeu, en tout cas aucune conclusion négative. À voir, il faudra voir. Le profil 2020, je vous le présenterai évidemment un de ces jours, sûrement avec Trek Segafredo, hein, sûrement hein, le vrai hein, et sans bug cette fois-ci. On va passer de cette fois-ci à Milan-San Remo. Milan-San Remo, c'est évidemment un rendez-vous incontournable, non seulement du calendrier, mais surtout
pour savoir quel est exactement le comportement du jeu. Hein, ça c'est vraiment... si vous voulez avoir une propre idée de comment le jeu se comporte, il faut courir Milan-San Remo, parce qu'on a suffisamment par le passé signalé ceci, cela, et on s'est aperçu que, par exemple, les sprinters étaient un peu trop privilégiés par leurs équipes respectives par rapport à leurs punchers. Dans l'hypothèse, par exemple, où certains disposent d'un puncher de classe mondiale, pourquoi jouer pour un sprinter? Je pense à la configuration de Koenig Quickstep avec Sam Bennett et Alaphilippe. Hein, ça peut être une vraie interrogation. Quant à Alaphilippe, t'as pas besoin de jouer pour Sam Bennett. Tu joues pour Alaphilippe, et Alaphilippe, normalement, est imbattable. Ensuite, on peut avoir comme ça aussi des choses similaires. Bref, on va voir. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'impatience. On va l'échapper ici, qui évidemment n'ira pas au bout, mais beaucoup d'excitation par rapport à cette course, parce que on a toujours hâte de savoir en fait de quelle manière ça va se passer. Et donc, de quelle manière est-ce que moi je vais organiser la tactique? J'ai envie de vous dire, je vais voir. J'ai pas l'impression que Mosquet soit dans un jour où il peut rivaliser pour la victoire finale au sprint pur, mais par contre, j'ai l'illusion de croire que un de mes coureurs les plus punchers pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu si jamais il y a une configuration de course favorable, ce qu'on va bien voir. Donc, on termine ici, voilà, la Cipressa, et on va descendre ensuite pour une phase très importante, c'est la phase de positionnement avant le podio. Il faut impérativement aborder le podio dans les 15 premières positions. Sans cela, on pourrait avoir de mauvaises surprises, subir des blocages, bref, filer du très mauvais coton. Vous avez vu, c'est intéressant, c'est Oliver Nassen que vous apercevez un tout petit peu devant. Nassen a produit une attaque sur laquelle roule Ineos. Vous voyez, attaque de favori. Ben voilà, c'est un exemple typique. Après, est-ce qu'elle peut aller au bout? Ah, c'est dur parce qu'il est seul. Et puis que ça roule pas mal, regardez. Et peut-être ça va aller au bout. Hein. Non, ça reprend derrière. Mais si avec Oliver Nassen, vous aviez eu Wout van Aert, par exemple, et quelqu'un du même type, on met 3 Flandriens très bons, assez puncher quand même, en tout cas puncher compatible, on va dire, et avec un gros moteur, peut-être les 3 ils vont au bout. Hein. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise un de ces jours sur Milan-San Remo. Hein. En tout cas, je l'espère. Et donc, Rosa Vendrame et Fellini Moschetti. Allez, il va falloir choisir notre carte. Quelle va être la carte qu'on va jouer cette fois-ci dans le Poggio? En tout cas, on essaie de l'aborder. Voilà, c'est Albazini qu'on aperçoit ici. Alberto Bettiol qui essayait de prendre la roue en contre, mais non. Albazini, ouais, c'était un peu surprenant, qui est comme ça parti un petit peu avant le Poggio. On va rouler fort. Et on va voir un petit peu de quelle manière est-ce que l'IA réagit. Alors, je vais... vous avez regardé l'effort, hein, regardez l'effort. On voit qu'il y a quand même une belle intensité qui est mise. Fabio Aru va se sacrifier. Parce que j'ai décidé quand même de jouer le coup pour Moscon. Il est capable, hein, de prendre ce type de course. Vendrame aussi produit un effort magnifique avec Fellini. On voit que ça a lâché derrière. Alors ça, c'est pas un bon point. Hein. Ça, c'est un mauvais point. Hein. Oh là là. Les sprinters qui ont lâché. Alors, ça ressemble pas à ce que je vous ai montré dans l'épisode 1, l'auto-soudal. Hein. Donc vous voyez, bon, là on a retrouvé le spectre de la cabine téléphonique. Ça veut pas dire pour autant que tout espoir est terminé, mais n'empêche que c'est un peu une déception. Après, il y a des patchs et tout, faut pas tirer de conclusion définitive. Moscon il est parti. Hein. Moscon est parti. Et je crois que ça pourrait éventuellement aller au bout, même si ça se réduit à la fin. À peau de chagrin, regardez, il va franchir la ligne et derrière, Caleb Ewan et Julien Alaphilippe. Mais non. Donc, ça revenait très fort, mais l'homme parti à la cabine téléphonique a eu le dernier mot. Alors évidemment, ce que ça demande à ce stade-là, c'est un petit focus pour voir... de quelle façon est-ce que les choses sont réellement passées, quoi. Parce que, voilà, ici, on va se replacer dans le Poggio, mais sauf que je vais rester à l'arrière. Voilà. On va regarder, je crois que le problème principal, il vient du fait que ni Sam Bennett, ni Degenkolb, ni Caleb Ewan
n'ont été en mesure de tenir le rythme lorsque j'ai accéléré. Voilà. C'est vraiment ça qui s'est produit. Ça ressemblerait quasiment à l'accélération sur les Strade Bianche qu'on avait infligé et sur laquelle il n'y a pas eu une réaction immédiate. Et c'est vrai que avec cette descente du Poggio immédiatement après, si l'IA vous laisse 15 secondes, normalement ça peut aller au bout. Et pourtant derrière après ça sprint très très fort. Hein. Jacobsen qui a bossé pour Sam Bennett, et puis en fait il y a comme ça un trio de Koenig Quick-Step qui va faire 3, 4, 5 là derrière Ewan. Et bon, ok, alors quelle conclusion tirer? Ben, mitigé. Encore une fois, peut-être qu'un Milan-San Remo peut ne pas ressembler à un autre. Sur les formes du jour, je trouve qu'il n'y a rien de choquant, j'en reparlerai. Sur la planification de l'IA, peut-être un petit truc à faire, un petit commentaire à faire par rapport à Tirreno et la surprésence de leader du côté de Ineos. Voilà, quelques petits éléments, mais il faut voir la suite. La suite, ce sera 3 jours de Bruges-la-Panne, Gand-Wevelgem, Settimana International Coppi et Bartali, et Tour de Sicile avant de convoler joyeusement vers l'Amstel Gold Race où on a été invité, ainsi que la Flèche Wallonne. On a aussi le bonheur d'être invité. Voilà, par contre, je pense qu'on n'aura aucun rôle à jouer. Puis après, ce sera le Tour des Alpes, ainsi que le Giro, évidemment, en ligne de mire. Donc là, objectif maximal. Voilà, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Bye bye.